Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors sur cette première vidéo, on va parler des propos de Nathalie Saint-Cirq, faisant un lien direct entre l'antiseptique et l'électorat musulman. Pas besoin de vous dire que c'est gravissime. Elle doit être sanctionnée par la chaîne et présenter ses excuses. Et la question qu'on a envie de se poser, que fait encore l'Arcom? Décidément, France Info fait du CNews. Mais avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour plus de visibilité. Un petit like, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas, écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cirq, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui? Moi, je trouve ça intolérable de votre part. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des... Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... Ben, je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Moi, déjà, je combats cette idée, qui me semble être un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement... là-dessus, soyons rigoureux. Il y a des musulmans de ce pays, ils peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Je n'ai pas ciblé ce qu'ils pensaient, mais certains qui croient, et ça a été... Non, mais bon, il y a possiblement des antisémites. Enfin, il y a possiblement. Il y a des antisémites en France. C'est pas les musulmans qui sont condamnables. Les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider. C'est ceux qui croient qu'en leur disant des propos antisémites, on va pouvoir les rallier. C'est pas du tout pareil. Les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider. Ah, là c'est pas la même chose hein, quand des propos haineux visent des musulmans. C'est le silence des agneaux. Par contre, quand ça vise d'autres communautés, la sanction est immédiate. Cette cohérence détruit toute crédibilité dans la lutte contre la haine. Bon, et sur cette deuxième vidéo, qu'il est bon de voir tous ces éditocrates terrorisés devant le talent de Jean-Luc Mélenchon et obligés d'admettre sa supériorité face aux petites personnes ignares de cette commission d'enquête ridicule. Il n'est pas donné à tout le monde de prendre sa place dans l'histoire. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il m'a un petit peu ramolli le cerveau là pendant 2 heures. Je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants et que je pense que, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles. Sur Mélenchon, qui est le grand prêtre de LFI, il est le seul à gauche qui soit éloquent, intelligent et doué. Et aucun candidat à gauche n'a la moindre chance face à Mélenchon. On est devant un homme politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture, qui est capable de faire référence, d'utiliser l'histoire de France, de proposer sa lecture de l'histoire de France pour se situer au temps présent devant des contradicteurs qui n'en étaient pas vraiment et qui ont une culture politique assez limitée de leur côté et qui ne savaient pas comment le critiquer. Tous ceux qui s'imaginent que Mélenchon ne traverserait pas le premier tour se comptent des histoires. On a vu là un homme politique d'une autre nature et ceux qui voudraient s'y opposer devraient peut-être passer un peu à la salle de sport mental. Personne ne peut nier que sa qualité d'orateur, bien sûr, sa culture, son expérience, sa connaissance de l'histoire, qu'il met au service de son idéologie et de sa politique. J'ai l'impression quand même que les responsables de la commission d'enquête parlementaire ont oublié que c'était peut-être effectivement un homme politique, avec un grand P. Ah oui, il est bon. En quelques secondes, si on devait attribuer le point du match, il va à qui? À Jean-Luc Mélenchon. Mais parce que c'est un exercice, une rhétorique qu'il maîtrise absolument parfaitement. Il fait une masterclass presque historique. Mais vraiment, ce qui est reproché profondément à la France insoumise, c'est de 1. Le soutien à la cause palestinienne, et 2. Son refus des attaques et de la stigmatisation des Arabes et des musulmans qui se sont développés en France. C'est pas moi qui le dis les amis, c'est Catherine Tricot sur France Info. Des Palestiniens, et je crois que ce qui est reproché profondément à la France insoumise, et ça sera mon dernier mot, c'est 1. Le soutien à la cause palestinienne, 2. Le refus de la stigmatisation des Arabes et des musulmans qui s'est développé en France, porté
au départ par quelqu'un comme Éric Zemmour qui a repris les théories les plus racistes qui soient du grand remplacement et qui ensuite a été repris par le ministre de l'Intérieur. Non, mais il n'est pas là pour vous répondre. Je suis désolée. Terminez votre propos parce que voilà, mon propos c'est de dire que la France insoumise est attaquée pour son soutien aux Palestiniens et pour son refus des attaques contre les musulmans. Je voudrais... Bon, et sur cette vidéo, il est l'heure de sortir les chips et les popcorn. C'est le moment TV que vous attendez. Le niveau de stupidité économique de la médiocrité de ceux qui nous gouvernent fait peur. À tel point que je crois bien que c'est pour ce genre de politiciens qu'il y a marqué ne pas boire sur les bouteilles de shampoing. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il y a un an, je disais à cette tribune que si la population comprenait parfaitement notre système budgétaire, il y aurait une révolution demain matin. À la lecture des documents budgétaires dont nous débattons ce jour, je maintiens ma position et j'entends approfondir la démonstration suivante. Par son budget, le gouvernement français pille son propre peuple et par son budget, le gouvernement français règne par le mensonge, la dissimulation et l'absence de vote démocratique. J'ai l'intention de marteler ces éléments parce qu'ils sont essentiels à la compréhension des événements, mais aussi parce qu'ils sont basés sur des faits incontestables, chiffrés, documentés, auxquels vous n'avez d'ailleurs jamais vraiment répondu. Certains nous accuseront de répéter les mêmes choses que l'année passée, alors je répondrai, comme le poète, que si on nous reproche les mêmes colères et les mêmes foutus thèmes, c'est parce qu'on fait de la politique populaire dans tous les sens du terme. Avec vous, les esprits sont descendus à force de les réduire, alors nos discours ne seront entendus qu'à force de les dire. Les chiffres du budget semblent annoncer un désastre pour la France. Vous le répétez tellement qu'on en vient à se demander si cela vous préoccupe ou si cela vous arrange. Le déficit public est à moins 5,8% du produit intérieur brut, c'est-à-dire que l'État dépense 152 milliards d'euros de plus que ce qu'il ne gagne. La dette publique, quant à elle, se creuse d'année en année, est elle ici établie à 3 305 milliards d'euros. Ce qui est fou, c'est que cela fait plus de 20 ans que tous les gouvernements qui se succèdent nous assènent comme des coups de matraque, que la priorité absolue est de désendetter la France, que la question de la dette est la justification de toutes vos politiques antisociales, de tous les renoncements, du dépouillement des services publics comme des Français pour qu'au final, plus de 20 ans plus tard, on en soit toujours rendu au même point. En pire. Le niveau de stupidité économique et de médiocrité de ceux qui nous gouvernent fait peur, à tel point que je crois bien que c'est pour ce genre de politiciens qu'il y a marqué ne pas boire sur les bouteilles de shampoing. Ces chiffres sont certes préoccupants parce qu'ils remplissent une fonction, celle de créer un choc suffisamment puissant sur les débats publics pour que tous vos éléments de langage saturent la pensée, paralysent les consciences et empêchent l'expression d'une alternative politique. Car oui, ces chiffres de la dette et du déficit sont préoccupants si on les regarde aussi idiotement que les vaches regardent passer les trains. Mais il faut rapprocher ce constat d'un autre constat dont on parle beaucoup moins. Ce constat, c'est que les recettes fiscales nettes de l'État, c'est-à-dire l'argent qu'engrange l'État français, n'ont jamais été aussi élevées de notre histoire. Pour témoigner de cet enrichissement, il suffit de regarder l'argent récolté de nos impôts depuis 2017, soit le premier mandat d'Emmanuel Macron. En 2017, les recettes fiscales nettes de l'État lui rapportent 295 milliards d'euros. Après le Covid, les recettes fiscales nettes de l'État lui rapportent en 2021 la même somme, 295 milliards d'euros. Ensuite, les recettes de l'argent issu des impôts explosent. Elles passent à 323 milliards d'euros en 2022, puis 325 milliards d'euros en 2025. Ce qui n'est pas fini, c'est qu'il faut rajouter à ce montant un argent colossal qui nous est caché, qui n'apparaît plus dans les recettes fiscales nettes de l'État, l'argent de la TVA. Gardez votre salive, chers collègues, et puis si vous voulez gueulier, il fallait être plus, parce que là, on vous entend très peu. Cet argent est tellement caché que depuis 2024, l'État a adopté une nouvelle convention comptable concernant les niches fiscales du pays, qui lui permet de cacher plus de 12 milliards d'euros de dépenses fiscales qui reposent sur la TVA. Cette convention comptable a même été dénoncée par la Cour des comptes, car elle réduit le montant des dépenses fiscales de l'État en les faisant passer de 23 milliards d'euros à l'origine à seulement 11 milliards d'euros. Ces niches fiscales sont désormais disparues. Aussi introuvable qu'un macroniste ou un lepéniste lorsqu'il doit s'opposer au génocide de Gaza. La TVA, c'est l'impôt le plus dur et le plus injuste pour les Français, ceux des classes populaires et moyennes. Cet impôt a littéralement explosé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, sous l'effet notamment de la hausse générale des prix qui a considérablement appauvri les Français. En 2017, on récoltait 163 milliards d'euros de TVA. En 2019, on récoltait 179 milliards d'euros de TVA. En 2021, on récoltait 186 milliards d'euros de
de TVA pour arriver en 2024 à 212 milliards d'euros de TVA et on s'attend à 222 milliards d'euros de TVA en 2025. Et pourtant, les documents budgétaires qui nous indiquent aujourd'hui que l'État n'a engrangé seulement que 96,8 milliards d'euros d'issus de la TVA. Il manque donc dans les documents budgétaires de l'État la somme de 115 milliards d'euros de la TVA, soit les 2/3 du déficit public français de l'année 2024. Où est passé l'argent de la TVA? J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je vais le refaire tant il s'agit d'un scandale d'État. Sous Emmanuel Macron, l'argent de la TVA a été détourné massivement du budget de l'État. Avant Emmanuel Macron, de 2013 à 2018 par exemple, l'argent de la TVA allait quasiment à 100% dans les poches de l'État français. Seule une toute partie allait vers la sécurité sociale dans des proportions faibles. L'argent transféré par l'État vers le budget de la Sécu ne représentait que 5 à 10% du produit total de la TVA. Pour donner une image, pour 100 milliards d'euros de TVA récoltés, 5 à 10 milliards d'euros partaient vers la Sécu. À partir de 2019, les transferts de TVA explosent. D'un coup, l'État se met à transférer 46 milliards d'euros d'argent de la TVA vers la sécurité sociale. De ce fait, 26% du produit de la TVA a migré d'un coup vers la Sécu. Et depuis cette date, les montants des transferts explosent. On passe à 53 milliards d'euros de TVA transférés à la Sécu en 2021, puis à 57 milliards d'euros transférés en 2022. Et pour l'année 2024, nous en sommes à 58 milliards d'euros de TVA transférés. La raison de ces transferts est tout aussi scandaleuse. Elle est révélée dès 2019 par la Cour des comptes qui évoque dans son rapport sur les recettes fiscales de l'État, je cite, l'affectation aux administrations de sécurité sociale d'une nouvelle fraction importante de TVA, prenant principalement en charge le coût des baisses de cotisations sociales décidées en contrepartie de la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. L'État français a donc fait porter à la sécurité sociale le poids d'une politique destinée aux grandes entreprises en la forçant à se priver de milliards d'euros à cause des exonérations de cotisations. Mais pour éviter l'implosion d'une sécu sociale privée de cotisations, le gouvernement a fait financer ses cadeaux aux entreprises avec l'argent de la TVA. L'argent issu de l'impôt le plus injuste est donc directement aspiré par l'État pour le redonner immédiatement au grand patronat. La conclusion est simple, elle est sans appel. Les gouvernements sous Emmanuel Macron nous imposent depuis plusieurs années une TVA sociale de 5 points de PIB tous les ans, sans débat, sans vote sur le sujet. Mais ce n'est pas tout. On a parlé ici d'une TVA sociale de 60 milliards d'euros, mais il ne manque pas 60 milliards d'euros de TVA, comme je l'ai dit, qui sont volatilisés. Il en manque presque le double en 2024. Il manque 115 milliards d'euros. Donc il y a encore plus de 50 milliards d'euros de TVA à retrouver, et on les a retrouvés dans ce texte. Il s'agit d'un transfert de 53 milliards d'euros de TVA aux collectivités locales en 2024, et ce pourquoi ? Pour là aussi compenser des cadeaux fiscaux faits, encore une fois, aux grands groupes avec la fin de la CVAE et pour compenser aussi la fin d'un impôt qui touchait certes en partie la classe moyenne, mais surtout les Français les plus riches. Cet impôt, c'était la taxe d'habitation. La conclusion est simple, elle est sans appel. Les gouvernements sous Emmanuel Macron nous imposent depuis plusieurs années non pas une TVA sociale, mais quelque part 2 TVA sociales pour un montant de plus de 110 milliards d'euros en 2024. Et il y a un enseignement d'une importance capitale, une leçon s'il fallait en retenir une, extrêmement importante dans ce que je dis qu'il faut retenir. Sauf quand il s'agit des plus riches avec la fin de l'ISF notamment, j'y reviendrai, les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron n'existent pas. Les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron sont un mensonge. Parce que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, que ce soit les exonérations massives de cotisations sociales, tous ces impôts ont été compensés, ils n'ont pas disparu, ils ont été payés. Ils ont été payés par les Français via leur impôt principal, qu'est la TVA. Et par conséquent, il n'y a pas eu de baisse d'impôts, il y a eu une reconfiguration de ces impôts, et donc une reconfiguration de qui payait ces impôts. Et c'est là le plus scandaleux, c'est là qu'est organisé le pillage, c'est là que s'explique à la fois le dépouillement de l'État, mais aussi l'appauvrissement généralisé et la destruction de nos services publics. Quasiment toutes les baisses d'impôts décidées par Emmanuel Macron ont été payées en réalité par un impôt sur la consommation de la masse des Français, des classes populaires et moyennes. Quasiment toutes les baisses d'impôts à destination des multinationales et les plus riches ont été payées argent comptant par la masse des Français via l'impôt le plus injuste qui existe. Même la fin de la taxe sur l'audiovisuel public, plus connue sous le nom de redevance télé, que le gouvernement a présenté comme un petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français, a été compensée aussi par l'argent de la TVA. Et le pire,
Le pire là-dedans, c'est que nous avons face à nous des dirigeants comme le Premier ministre Bayrou qui osent nous évoquer l'idée d'une TVA sociale, mais il faudrait dire d'une nouvelle TVA sociale, d'une troisième TVA sociale, pour faire encore partir notre argent en fumée dans des politiques qui ne ramènent rien de bon pour ceux qui sont dans le besoin et qui vampirisent tout pour ceux qui vivent déjà dans l'abondance. Comment s'étonner alors que notre société s'engouffre dans l'instabilité politique et sociale? Comment peut-on encore rester les bras croisés et s'étonner qu'en définitive, la colère dans le pays augmente aussi vite que les prix dans les Outre-mer? Alors on nous répète partout pour justifier ce cambriolage destructeur, car oui, c'est un cambriolage où vous feriez passer Spadjari ou Mesrine pour des amateurs. On nous répète partout que vous comprenez, les plus riches font tenir la France, c'est eux qui font tourner le pays en payant le plus d'impôts et blablabla. Et pourtant, la vérité est la suivante. D'une, l'impôt sur le revenu n'est clairement pas la première source d'impôt en France, c'est la TVA. Mais d'autre part, les plus riches, on le sait, ont été bien épargnés par les impôts sous Emmanuel Macron avec la transformation de l'impôt sur la fortune en IFI, c'est moins 4,5 milliards d'euros de recettes pour l'État selon France Stratégie en 2023, ou la flat tax qui représente 1,8 milliard d'euros pour le budget selon le projet de loi de finances 2022. Mais surtout, même après ces baisses d'impôts ciblées sur les plus riches, l'infamie continue. Oui, je sais, c'est une ancienne vidéo, mais on apprécie toujours d'écouter de la bonne politique. Merci Monsieur Guiraud pour ce discours magistral.